Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la solution Demand Planning pour Dynamics 365 Supply Chain Management. Donc, c'est une solution qui va vous permettre d'optimiser la planification des demandes, le tout en lien avec la partie achat et la partie finalement globale de l'ERP. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Véronique Deschamps, je suis directrice commerciale chez Prodware et je vais être accompagnée de 2 experts qui vont vous présenter la solution, ses fonctionnalités, ses avantages, son intégration au sein de la solution ERP globale. Donc, Mathieu Béguin, tout d'abord, qui est architecte solution spécialisé dans le secteur du manufacturing ou industriel, et Tony Budor, qui est consultant senior sur la partie aussi production de Dynamics 365. Donc, tous les deux vont vous présenter et vous démontrer la solution et ses avantages. Je vais commencer par juste quelques slides sur Prodware pour vous présenter notre expertise sur cette solution et sur l'ERP au global. Donc, certains d'entre vous nous connaissent déjà. Je vais aller assez vite pour laisser le temps à Tony et à Mathieu de vous parler du cœur du sujet. Donc, nous sommes un groupe de plus de 1700 collaborateurs présents un petit peu partout en Europe, comme vous le voyez à l'écran, avec un chiffre d'affaires de 380 millions de chiffre d'affaires sur cette partie intégration de solutions logicielles et nous sommes cotés en bourse au second marché. Nous faisons partie d'une alliance Dynamics Pact qui nous permet d'accompagner nos clients partout dans le monde, même dans les pays où nous ne sommes pas présents. Nous faisons appel à nos partenaires intégrateurs pour accompagner sur tout l'aspect législation, localisation du pays, fiscal et comptable, et sur l'aspect accompagnement dans la langue du pays. Nous sommes l'un des partenaires majeurs de Microsoft en France et en EMEA. Donc, nous avons le niveau de certification le plus élevé au niveau de Microsoft en termes de nombre de consultants certifiés et en termes également de contrats de support et d'escalade possible auprès de Microsoft. Donc, on a un pôle sur finance et opérations qui est composé d'à peu près 150 collaborateurs en France, répartis sur des consultants fonctionnels et des consultants techniques ou chefs de projet techniques, et un petit peu plus que 120 clients en France avec une partie plus orientée vers le manufacturing, donc secteur manufacturing, pour à peu près 40% de ces clients. Nous avons réalisé sur les 5 dernières années un petit peu plus que 65 go live sur des projets Dynamics 365 Finance et Supply Chain. Nous accompagnons nos clients depuis le début de leurs besoins, donc parfois sur la refonte de leur processus ou au moins la modélisation de leur processus cible et de l'optimisation de ces processus, jusqu'à bien sûr l'intégration, la mise en œuvre de la solution. Et après le go-live, nous les accompagnons avec nos offres de services managés sur des phases de support, de maintenance et d'optimisation. Et tout ceci se faisant dans le cloud, nous sommes également experts sur la partie cybersécurité et nous pouvons accompagner nos clients sur toute la consommation Azure et les bonnes pratiques Azure et les bonnes pratiques de cybersécurité pour éviter les attaques. Je vais laisser la main maintenant à Mathieu pour vous présenter la solution. Très bien, merci Véronique. Alors, évidemment, on va manipuler de l'historique. On va construire des prévisions avec des scénarios différents dans une solution dédiée qu'on mettra à côté de l'ERP, que votre ERP soit Microsoft ou non. Dans Demand Planning, on va voir 5 grosses étapes principales. On va devoir importer des données historiques. On va pouvoir les retraiter. Je dis bien pouvoir et non pas devoir, mais très souvent on souhaitera les retraiter. On va faire travailler des moteurs de calcul de prévision. Ces prévisions, à nouveau, on pourra les retraiter, les faire évoluer, les valider, les comparer entre elles. Le résultat devra être exporté. Exporté vers où? Vers un ERP. Alors, on aura des exports natifs avec des solutions de Microsoft, on pourra le faire avec n'importe quel autre ERP. Dans l'ERP, vous avez un travail classique de planification, génération d'ordres prévisionnels, de traitement des ordres prévisionnels, d'achat, de production, et puis de réalisation des ventes. Les ventes réalisées dans l'ERP, ce seront vos demandes historiques qui seront réimportées dans Demand Planning pour le prochain cycle de planification. Je vais tout de suite vous montrer une notion clé
dans Demand Planning, qui est la notion de dimension. Alors voici la solution Demand Planning avec une série temporelle très classique, avec des quantités étalées dans le temps. Ici, on est sur un étalement par mois. Vous voyez que cette série qui était sur une ligne, on vient de l'affiner pour la regarder ici, article par article. On a 3 produits, c'est un exemple très simple volontairement pour vous aider à comprendre, et on est en train de regarder le détail article par article. On va rajouter la notion de client, et pourquoi pas mettre le client en premier. Et donc, vous retrouvez l'équivalent d'un tableau croisé dynamique, comme vous l'avez sous Excel, avec la capacité, sur chacune des lignes, client, article, d'aller regarder la courbe temporelle associée. Le multiselect permet de grouper les quantités qui sont affichées, et vous allez comme ça pouvoir parcourir les différents éléments. Ça, c'est très important. On va passer maintenant à cette importation de données historiques. Alors, vos données, vous allez les modéliser dans des tables, comme on le fait dans une base de données classique. Dans les tables qui sont ici, vous en avez une partie qui sont proposées en standard par la solution, et les tables que vous pouvez vous-même faire. Dans cet exemple qu'on a fait ici, on est venu mettre une table transactionnelle au milieu, des quantités, des dates, on est venu mettre des articles, on est venu mettre des clients sur le côté, on est venu mettre, pourquoi pas, des sociétés juridiques, etc., etc. Et donc vous retrouvez un modèle en étoile, comme on sait le faire avec des projets Power BI, tout simplement. Donc ça, c'est pour structurer les données que vous allez importer. Voici quelques exemples de données que nous avons importées avec des notions de date, des notions de code produit, des notions de code client, des notions de quantité. Et puis en rose, des colonnes que je ne vais pas utiliser dans la suite de la démo, mais ici c'est un code société ou un code magasin. Une fois que les données ont été importées, on va générer des séries de données. Les séries de données, c'est ce avec quoi on va travailler. Que ce soit des données importées qui vont nous servir de base à le calcul de la prévision, ou que ce soit plus tard les prévisions qu'on aura calculées. On parlera de séries de données, donc la capacité à suivre quelque chose dans le temps. Alors je vous montre l'exemple de la construction d'une série de données. Ce qui est très important, c'est de définir les colonnes, plutôt les dimensions qu'on va suivre dans la série de données. Dans cet exemple-là, on est en train d'aller piocher dans les tables dans lesquelles on a précédemment importé, et de ces tables, on extrait des colonnes importantes. Donc là, j'extrais des codes articles, j'extrais des noms d'articles, des codes clients, des noms de clients. On va indiquer, on va lancer un traitement, et ce traitement va se dérouler, et on va voir apparaître notre série de données. Donc là, voilà la première construction d'une série, on est venu définir la maille de gestion dont on avait besoin. On va maintenant pouvoir faire pas mal de retraitements sur nos séries de données. Alors, les retraitements typiques, c'est d'étudier et d'extraire les anomalies que vous avez. Alors, pour extraire les anomalies, le système vous propose 2 systèmes différents. Alors, le premier système, c'est le STL. Il va décomposer votre courbe en une tendance principale. Il va extraire une saisonnalité et il va vous rester un résidu. Et donc, ce sont des méthodes statistiques qui vont chercher des paramètres mathématiques pour minimiser ce résidu. Et de la sorte, vous allez avoir extrait les données erronées. L'autre méthode, c'est l'IQR. L'IQR, c'est une méthode statistique avec une courbe de Gauss. Vous définissez des critères et donc vous allez éliminer les données qui sont ici sur les côtés. Quelle méthode choisir entre l'IQR et le STL qu'on a vu avant? Microsoft, en fonction des types de données que vous avez, vous fait des recommandations. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui s'adapte à vos données. On va vous montrer un exemple avec l'IQR où on est en train de définir que sur une série de données, on rajoute une étape de retrait des anomalies. Et ici, on va le faire sur cette méthode de l'IQR. Évidemment, la courbe de Gauss, vous allez avoir différents paramétrages pour définir votre niveau d'exigence et quelle est la précision que vous allez apporter pour sortir les points. Vous allez ensuite indiquer que vous allez sauvegarder votre travail et on est en train là de générer une deuxième série de données basée sur la première, mais de laquelle nous sommes venus extraire les anomalies. Alors, sur un affichage de ce type-là, on peut afficher 2 courbes
dans le même affichage. Ici, je suis en train d'afficher côte à côte la courbe d'origine et la courbe de laquelle ont été extraites les anomalies. Donc la courbe verte avec des anomalies, considérées anomalies, la courbe bleue après nettoyage. Quand vous faites un travail comme ça, graphique, d'affichage d'informations, vous pouvez l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser par la suite. Je continue dans les manipulations. Dans l'exemple qu'on va vous présenter ici, on va faire travailler un moteur pour calculer une prévision au futur. Mais on s'est dit qu'on voudrait la comparer avec ce qu'on a appelé une prévision naïve. La prévision naïve, c'est je prends le passé et je le reporte dans le futur, simplement. Je recopie mon passé sur le futur. Donc, je vous montre juste cette opération-là, ça permet de comprendre ce que permet le système. On rajoute une transformation. Ici, une transformation de décalage de date de 12 mois. Le fait d'avoir fait cette transformation-là, ben on a une courbe dans laquelle on a tout avancé de 12 mois et on va la comparer avec la courbe précédente. Voilà, vous voyez à gauche mon historique, à droite mon décalage de 12 mois. Ce décalage de 12 mois me servira par la suite dans d'autres opérations. D'autres exemples d'opérations possibles, vous pouvez avoir une time series. Alors le terme anglais c'est time series, série temporelle, mais on va parler de time series qui est le terme consacré qu'on voit. Vous avez une time series de quantité, vous pourriez la croiser avec une autre information que vous avez importée, qui est une information de coût unitaire, et donc vous calculez des montants, et vous allez pouvoir, comme cela, afficher des courbes en quantité et en montant. Ça veut dire que vous pourriez, demain, dans le moteur de prévision, travailler plutôt directement sur des euros, si c'est plus pertinent pour vous, suivant les mailles de finesse. D'autres transformations classiques, c'est des substitutions de produits. On va passer par une fonction de phase-in, phase-out. On va pouvoir prendre un produit qui sera en fin de vie, qu'on va remplacer par un produit de substitution. Donc vous voyez bien les courbes qui se compensent. Et alors ça, on l'a fait ici dans cet exemple, dans cette étape de transformation, avant d'envoyer au moteur de calcul de la prévision. Comme ça, le calcul de la prévision tiendra compte déjà de ces éléments-là. Alors regardons justement ce calcul de la prévision de vente. Dans le système, sont proposés en standard 3 modèles de prévision. Le ARIMA qui est plus ou moins une moyenne mobile, le ETS qui est un lissage exponentiel, le Prophet qui est une autre méthode un peu différente. Le système vous propose aussi d'utiliser plutôt ce qu'il appelle le best fit, à savoir faire tourner les 3 modèles, regarder les écarts de ces modèles par rapport aux historiques et d'appliquer celui qui semble se rapprocher le plus de la solution. À nouveau, on va trouver des aides au choix des modèles. Les 3 modèles sont rappelés ici. Vous avez différentes considérations qui vont vous permettre de faire un choix. Si le choix n'est pas évident pour vous, utilisez le best fit et laissez le système vous le proposer. En mode best fit, il va calculer ce qu'on appelle un MAPE, Mean Absolute Percentage Error, qui va vous être présenté, qui va être calculé sur chaque couple client et article. Et donc, ce pourcentage-là va aider le système à choisir le best fit et à vous le choisir de manière justifiée. Je viens maintenant au calcul de la prévision sur base de l'historique. Donc, une illustration rapide dans la solution. On définit une transformation. On va définir la période. Ici, on a mis 12 mois. On va faire appel aux données d'origine. Donc là, je fais appel aux données qu'on a préparées, qu'on a nettoyées. Et puis, on applique un modèle. Ici, on est en train d'appliquer un modèle best fit. On va avoir des options possibles. Alors là, on a créé la transformation, on retrouve les différentes étapes, on peut revoir les options. Il y a des options, par exemple, pour traiter les valeurs nulles. On va regarder si vous avez des mois sur lesquels il n'y a pas de valeur, comment est-ce que vous voulez traiter le cas. Est-ce que c'est des valeurs nulles? Est-ce qu'on les remplace par autre chose? Donc, ces différentes options. Et on va maintenant pouvoir lancer le traitement. Le traitement, une fois généré, il construit une time series. Visuellement, c'est une time series qui ressemble aux écrans qu'on a vus précédemment. Mais là, on est bien sur des données qui ont été calculées par le moteur de prévision. Cette time series, je vais afficher en plus, à côté, notre prévision naïve de tout à l'heure, celle qu'on avait décalée de 12 mois. Alors ici, je n'ai que 3 mois de décalage parce que les dates sont ce qu'elles sont dans notre jeu de données. On va changer l'affichage en colonne. Et donc là, vous avez sur un écran, en colonne, la prévision dite naïve, le passé plus 12 mois, et puis en bleu, la petite ligne, la prévision calculée. Et donc on pourrait comme ça
comparer les deux pour voir qu'est-ce que la prévision apportait comme élément de différence. Je viens aux ajustements. Une fois que vos prévisions ont été faites, très certainement, vous allez vouloir les ajuster. Alors, un exemple ici, le système est très ouvert. Il n'y a pas de réponse unique. Vous avez vu déjà pas mal d'écrans où on définit des transformations. Vous pourriez avoir des processus très simples. Vous n'avez peu ou pas de transformation. Des processus très complexes où vous auriez plusieurs étages de transformation. Les différentes transformations qui sont ici, on peut les définir ponctuellement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour réaliser le webinaire, mais dans un fonctionnement récurrent, les transformations que vous avez enregistrées, vous allez les rejouer tous les mois ou tous les 3 mois, ou en tout cas à la maille de définition de planification. Alors, dans l'exemple qu'on vous a présenté ici, on va souhaiter pouvoir quantifier, qualifier et observer quel allait être l'écart entre la prévision qui a été calculée par le moteur de calcul de prévision et puis cette historique plus 12 mois. Voilà, cette prévision naïve en mode rétroviseur où on pousse le passé sur le futur. Alors, pour ce faire, on doit définir une time série de calcul de différence. Donc on prend les deux time séries, grosso modo, celle d'historique et celle de prévision. On les compare et on calcule un pourcentage. Et donc on obtient ce type de time série. Alors on n'a que 3 mois, parce que vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un recoupement qui était que sur 3 mois. Et la quantité qui est calculée ici, c'est un écart en pourcentage. Le fait d'avoir fait cela, ça va nous permettre de construire des éléments intéressants. Et notamment, on va vouloir utiliser cet écart entre notre prévision naïve et la prévision calculée pour porter de la mise en forme conditionnelle. Alors, exemple de mise en forme conditionnelle, on va, dans la time series, faire appel aux données qu'on va utiliser pour la mise en forme conditionnelle. Donc là, je suis venu chercher l'écart. Et la mise en forme conditionnelle, c'est très similaire à ce que vous connaissez sous Excel. On a choisi donc notre time series qui était la time série avec les écarts en pourcentage. Et on est en train de mettre en fonction des valeurs de ces pourcentages et en fonction des ces valeurs, on est en train de mettre des coloris et des petites icônes. Donc là, c'est relativement similaire à ce que vous savez faire sous Excel. Le résultat de cela, c'est que dans la grille en partie basse, on va voir apparaître des codes couleurs. Alors, vous savez que l'écart ne sera pertinent que sur les 3 mois où les courbes se recoupent. Donc on va zoomer pour ne regarder que les 3 mois où j'avais un écart effectivement pertinent pour le calcul. Donc on a zoomé sur les mois concernés, et je retrouve en partie basse les formats conditionnels qui s'affichent dans les différentes cellules. Là, c'est intéressant, hein. On a une mise en forme conditionnelle qui est basée non pas sur le graphique, mais qui est basée sur une autre notion qui correspond à l'écart entre la courbe en bleu et la courbe en verte. Donc l'écart entre une prévision naïve et la prévision qui a été effectivement calculée. On va faire une sauvegarde de cette worksheet parce que on a fait un travail de mise en forme conditionnelle, on a fait un travail de filtre temporel et on veut pouvoir le retrouver. Et donc, dans la page d'accueil, vous aurez les différentes worksheets que vous avez sauvegardées, vous allez retrouver celle dans laquelle on a fait ce travail, et donc le résultat qu'on a construit ensemble, il sera disponible. Autre information importante sur ces notions de manipulation, c'est la mise à jour multidimensionnelle. On entend parfois parler du terme de splashing. Alors, les time séries qui ont été calculées, ce n'est pas que du calcul, c'est aussi une capacité à agir. Alors, je vais ici prendre un exemple très simple de 2 produits et de 2 clients sur 6 mois. Vous montrer. Regardons le total pour un client. Lorsqu'on va modifier les valeurs, on est en train de les étaler à travers toute la ligne temporelle et les valeurs se sont remises à jour. Si vous modifiez une valeur avec une quantité de 1, il n'y a que 1 mois qui s'est mis à jour. Voilà un étalement que le système a fait.
Si je prends un total, regardez, je prends deux dates, enfin deux valeurs, parce que j'avais pris 2 clients. Je vais changer mes regroupements et je n'affiche là plus que les clients. Et je vois bien la somme des valeurs précédemment. Si je viens éditer cette valeur-là, qui s'applique donc à 2 clients, je vais ici passer de 24 à 30 par exemple, et on va réafficher le détail. Je vais voir que cette nouvelle valeur de 30, elle a été étalée sur les 2 articles qui le composaient. Donc le système est venu comme ça reventiler. Il a su ventiler en chronologie, il a su ventiler à l'intérieur des dimensions. Évidemment, si vous retirez la totalité des dimensions, pour n'afficher que le grand total, là on a pour l'instant une quantité totale qui est à 305. On va aussi pouvoir varier le grand total. Et donc si je monte ici à 350, les quantités s'étalent. Et si je réaffiche les dimensions, je verrai que les 350 qu'on a étalés dans le temps, on les a aussi étalés à la verticale à travers les différentes dimensions. Alors, cette capacité d'étalement, où je prends des totaux et je les répartis, c'est une vraie valeur ajoutée de l'outil, quelque chose que vous ne savez pas faire simplement sous Excel. Évidemment, le contraire est aussi possible, puisqu'on va bien sûr pouvoir venir intervenir sur une valeur unitaire, ce qu'on fait ici, et puis le total se met à jour. Bon, ça c'est beaucoup plus simple. Pour le coup, ça Excel le fait très bien. Hein, vous touchez à un mois, vous changez la quantité, et hop, votre total se met à jour. Voilà, ça c'est la partie simple que c'est faire Excel. Et la partie plus complexe que Excel ne sait pas faire, ou en tout cas difficilement, c'est le contraire, c'est de toucher à votre total, et parce que vous avez touché au total, d'aller étaler les différentes valeurs. Voilà, vous avez compris cette partie-là qui est un vrai point fort. Autre élément important, dans ces différents time series, et notamment sur la partie ajustement de la prévision, on pourra travailler avec des notions de commentaires, tout comme on sait le faire avec Office. Des commentaires qui peuvent être généraux sur toute la time série, ou des commentaires qui peuvent être cellule par cellule, si vous êtes au niveau des cellules de données unitaires. Je continue. Vous allez pouvoir, dans ces worksheets, cette worksheet, c'est un enregistrement autour de cette time series, vous allez pouvoir faire une historisation de vos versions. Donc là, on va comme ça garder trace des quantités initiales qui avaient été proposées par la prévision, et puis des ajustements que les uns et les autres sont venus y apporter. Et on va pouvoir garder trace, on va pouvoir remonter le temps, et on pourra, pourquoi pas, comparer des versions antérieures avec des versions actualisées. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans le processus au complet. Vous avez Copilot qui sera disponible, comme partout aujourd'hui dans les produits Microsoft, qui va vous permettre d'aller interroger les données qui sont présentes en langage naturel. Aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de l'interrogation. On le voit bien avec tous les autres produits Microsoft. La deuxième jambe de Copilot, c'est de venir vous aider à agir, à intervenir. Alors aujourd'hui, dans Event Planning, on n'a pas encore vu beaucoup cette deuxième jambe d'action, mais on sait que ça fera partie des choses qui petit à petit se mettront en place. On va ensuite s'intéresser à l'export vers l'ERP. Alors, je lance ici un export vers l'ERP pour vous montrer un petit peu comment ça peut se dérouler. On va lancer une transformation pour indiquer qu'on va prendre nos données et les envoyer. On va se connecter à l'ERP concerné. Alors là, je vais prendre l'ERP de Microsoft, évidemment, qui est Finance et Supply Chain Management. Je vais recopier l'URL pour indiquer la connexion au bon environnement. On va faire appel à la prévision qu'on souhaite exporter, qui doit être la dernière prévision qui a été validée. Et puis, on va faire appel aux données présentes dans cette prévision qu'on va mapper avec ce que l'ERP attend en termes de prévision de vente. L'ERP, pour une prévision de vente, il attend des notions de clients, de quantité de code d'articles, de date, ce genre de choses. On va aussi pouvoir préciser quelle est la société juridique légale dans l'ERP.
et puis quel est le modèle de prévision dans l'ERP. Il y a des correspondances dans l'ERP qu'il faut évidemment respecter. On va définir que ces traitements peuvent être lancés à la main ou de manière périodique. On va exécuter le traitement et on va aller voir nos données côté ERP pour voir comment elles se présentent. Alors là, on a créé le traitement, on l'exécute. Un peu plus tard, il va être terminé. Côté ERP, pour ceux qui connaissent Supply Chain Management, on va aller voir les lignes de prévision de la demande. Et donc, dans ces lignes de prévision de la demande, là, je vais utiliser le regroupement pour voir les totaux par article ici. Et si je compare avec la prévision de Demand Planning que nous avions exportée, si j'utilise le regroupement pour redescendre également au niveau des codes articles, ben je vais bien retrouver les totaux qui correspondent aux totaux que nous avons bien retrouvés dans l'ERP. Ça, c'était la moindre des choses, évidemment, qu'on pouvait attendre de l'export, c'est qu'il respecte les quantités. Mais voilà, c'est pour vous montrer que l'intégration avec les solutions Microsoft sont évidemment très très simples. Elles seront possibles avec tout autre système. Un petit point sur les droits d'accès. On va pouvoir gérer les droits d'accès aux données. Donc, ici, dans cet exemple, à l'intérieur d'une time series, ce ne sont pas tous les utilisateurs qui doivent pouvoir voir toutes les lignes de la time series. Et vous pourriez avoir des time series avec plusieurs filiales, par exemple, ou plusieurs sites, et limiter un peu. Donc là, j'ai des accès par société, des accès sur un site. On va définir les utilisateurs qui sont derrière. On va définir le type d'accès. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le lire? Pour terminer sur l'architecture, Demand Planning est basé sur le Dataverse, ce qui est le cas de beaucoup de nouvelles solutions de Microsoft aujourd'hui, et avec ses capacités donc d'importation de données et capacités d'exportation de données vers les différents systèmes avec différentes technologies. Voilà, on en a terminé pour cette présentation volontairement très rapide. On n'avait qu'une demi-heure, on voulait respecter votre temps. On a évidemment été un petit peu court et on peut regarder et prendre 2-3 questions